Donc, merci de me recevoir aujourd'hui. Hein, c'est un événement sur les 10 ans 2012, hein, se rappeler des traditions révolutionnaires de 2012. Ça fait déjà une couple de mois qu'à la Riposte socialiste, on voulait faire un événement là-dessus. Puis là, à notre grande et heureuse surprise, on apprend qu'il y a un mouvement de grève en ce moment. Il y a déjà plusieurs assos à l'UQAM, à l'UDM, au Cégep du Vieux, qui ont voté des mandats de grève, parfois d'une semaine. Plusieurs revendications contre la précarité, pour la gratuité scolaire, pour la rémunération des stages, pour la justice climatique. Et là, on entend la rumeur, hein? GGI, grève générale illimitée, la rumeur dans les corridors. Ça, c'est le spectre de 2012 qui commence à hanter nos écoles. Et 2012, là, c'était vraiment un mouvement fantastique, un mouvement inspirant. Et c'est un mouvement qui a radicalisé toute une génération, ma génération. Moi, j'étais là à l'UDM, ici, dans ce local. Non, peut-être pas. J'étais là au bac en philosophie à l'Université de Montréal pendant la grève de 2012. Et moi, je me suis jeté corps et âme dans la grève. C'est là aussi, à cette époque-là, que j'ai rencontré les militants de la Riposte socialiste. Et il y a vraiment une foule de leçons à tirer de la grève de 2012. Puis il faut les retenir, ces leçons-là, parce qu'elles vont nous permettre de gagner aujourd'hui. Hein, c'est ça l'objectif. Fait que c'était quoi ça, 2012, hein, ou ce qu'on appelle aussi le printemps érable? Bien, c'était rien de moins que le plus grand mouvement de masse de l'histoire du Québec. Rien de moins. Et partout dans le monde, on parlait de nous, là, on faisait les manchettes dans tous les pays. Et on a fait la grève pendant 8 mois. Une GGI de 8 mois contre le gouvernement libéral de Jean Charest qui voulait imposer l'austérité aux travailleurs, aux étudiants, puis qui voulait nous enfoncer dans la gorge une hausse des frais de scolarité de 1 625 $ sur 5 ans. Et le printemps érable, il s'est répandu un peu partout au Québec. Il y avait 300 000 étudiants en grève. On a goûté à la matraque, au poivre de Cayenne, au gaz lacrymogène, aux lois spéciales, au salissage médiatique. Puis après 8 mois de combat, on a gagné. Le gouvernement y est tombé. Alors, c'est cette histoire-là que je veux vous raconter. Puis pour comprendre 2012, il faut comprendre le contexte. Le contexte de l'époque, c'est l'austérité. On a eu les gouvernements de Bernard Landry, Lucien Bouchard, Jean Charest qui ont fait des coupures massives dans les services publics. Après, on a eu la récession, la grande récession mondiale de 2008-2009. Hein, les économies stagnaient, les gouvernements étaient endettés. Puis Jean Charest, il s'est dit, on va faire payer la facture aux travailleurs et à la jeunesse. Puis encore plus de coupes. Et puis là, il annonce sa hausse de 1 625 $. Puis là, qu'est-ce qu'il nous disait, Jean Charest? Il nous disait, les étudiants doivent faire le juste part. Leur juste part. N'importe quoi. Ça a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, tu sais. Puis il faut comprendre aussi qu'à l'époque, il y avait des mouvements de masse, des révoltes de la jeunesse un peu partout dans le monde. Il y avait Occupy Wall Street, il y avait les émeutes autour du G20 à Toronto en 2010, les Indignados en Espagne, les mouvements étudiants chiliens en 2011 et le printemps arabe, dont les révolutions dans le monde arabe en 2011. Fait que dans un pays après l'autre, la jeunesse se soulevait contre les inégalités, l'austérité, le chômage. Et au Québec, pendant que le sol commençait à dégeler, la jeunesse commençait à se réveiller. Pour avoir un mouvement de lutte réussi, il faut plusieurs ingrédients. Je pense à 3 ingrédients. Il faut des conditions objectives, mûres pour une révolte. Il faut aussi la spontanéité des masses en colère. Et il faut préparer un plan de bataille. Puis notre bataille à nous en 2012, elle était bien préparée. On avait l'organisation principale de la grève, c'était l'AC, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. L'AC, c'était un syndicat national étudiant, combatif, révolutionnaire, qui fédérait là, plein d'associations locales. L'AC était fondée sur 3 principes, la gratuité scolaire, la démocratie directe et le syndicalisme de combat. C'était vraiment en fait une machine de combat qu'on avait construite. Et on avait dans l'AC un leadership qui était vraiment audacieux dans ses idées, dans son discours. C'était un leadership qui était organisé. Et dès que Charest annonce la hausse en mars 2011, l'AC va commencer à préparer la grève pendant 1 an.
Pendant 1 an, les militants de l'AC vont aller de classe en classe, s'adresser devant les étudiants pour expliquer pourquoi il faut faire la grève, expliquer le problème de la hausse. On va organiser des assemblées générales, des manifestations, il va y avoir de l'éducation. 1 an de préparation et d'éducation. Et à côté de ça, on avait aussi d'autres associations. On avait la FEC, donc ça c'est la Fédération étudiante collégiale du Québec. On avait la FERC, la Fédération étudiante universitaire du Québec, et il y avait aussi la TASEC, la table de concertation étudiante, qui était un peu plus petite. Et ces associations-là étaient un peu à la traîne de la classe, en fait. Et dans l'AC, ben, il y avait vraiment comme cette idée de construire un contre-pouvoir à l'État et aux financiers. C'était ça le message qui était véhiculé. Puis on avait à la tête de l'AC un porte-parole que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Gabriel Nadeau-Dubois, hein, qui est présentement chef de Québec solidaire. À l'époque, il était porte-parole de l'AC. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Puis il disait des affaires pas mal radicales de ce temps-là. En fait, il expliquait que la grève de 2012, c'était une lutte de classe contre la bourgeoisie. Je vais paraphraser un petit peu ce qu'il disait. Il disait « Ces gens-là qui contrôlent tout, qui coupent dans les services publics, qui privatisent, ces gens-là qui méprisent les droits des femmes, des Autochtones, qui méprisent les droits des travailleurs, il n'y a pas longtemps, on appelait ça une classe. Il faut arrêter d'avoir peur des mots. Il faut nommer ces gens-là par leur nom. Ces gens-là, c'est la classe dominante. Ces gens-là, c'est la bourgeoisie. La lutte contre la hausse des frais de scolarité, la lutte des indignés à travers le monde, doit être nommée par son nom. Il s'agit de la lutte des classes. Donc, le Gabriel de maintenant devrait peut-être aller écouter ses discours de 2012. Et le leadership de l'AC, comme vous le voyez avec ce genre de discours-là, a permis d'insuffler la soif de combattre et l'enthousiasme. Il y avait au début 40 000 étudiants dans l'AC, puis à la fin de 2011, l'AC a grossi pour créer une coalition large de l'AC, qu'on va appeler la classe, qui avait 100 000 membres. Et je vais utiliser peut-être parfois AC et classe de manière interchangeable, c'est pas bien grave. Donc comme je le disais, il y avait d'autres associations autour de la classe, et ces associations-là étaient un peu frileuses d'entrer en grève. Mais les étudiants à la base de ces assos-là ont poussé ces autres trois fédérations à entrer aussi dans la lutte. Il faut comprendre que tous les cégeps étaient automatiquement affiliés à la FEC. On était un peu pognés avec la FEC. Puis à l'UDM, toutes les assos étaient associés à la FERC, à travers la FECUM, qui fédère toutes les assos de l'UDM. Puis dans la FEC et la FERC, ben, ceux qui dirigeaient ça, c'était surtout des carriéristes bureaucrates. Tandis que l'AC, ben, on joignait l'AC par choix, parce qu'on adhérait aux idées de l'AC. Il va même y avoir des petites discussions dans les assemblées pour avoir des doubles affiliations. Comme nous, en philo à l'UDM, on était affiliés à la FERC, parce qu'on n'avait pas le choix à cause de la FECUM. Puis on était aussi affiliés à la classe, parce qu'on voulait combattre. On ne voulait pas juste faire des parties, tu sais. Puis après ça, plus la grève arrivait, plus les assos commençaient à se dire « Fuck la FERC, on va voter pour se désaffilier ». Il y avait des désaffiliations qui essayaient d'arriver, tu sais. Ça montrait comment la classe était vraiment en train de coaliser toute l'énergie combative. Donc là, sans plus attendre, on arrive. Février 2012, il y a des votes de grève, des mandats de grève dans plein d'assauts. D'abord des assauts liés à la classe, puis ceux de la FERC, la FEC, la TASEC commencent à embarquer. Le mouvement fait rapidement boule de neige. Je vous donne quelques chiffres. 27 février, 65 000 étudiants. 5 mars, c'est quoi, une semaine plus tard, 123 000 étudiants. Puis à son pic, 22 mars, on avait 300 000 étudiants postsecondaires sur les 400 000 étudiants en tout. 3/4 des étudiants étaient mobilisés dans la grève. Il y a même eu les élèves du secondaire qui sont entrés en lutte. Hein, ils sont sortis des classes le 22 mars pour la grande manif. On est le 22 mars, c'est ça, il y a 10 ans, la grande manif. Le monde secondaire sont sortis, sont allés dans la rue avec les autres étudiants. Et ça nous a vraiment montré notre force collective. Donc oui, c'est la classe qui a organisé la grève, mais ce n'est pas la classe qui a créé la grève. Parce qu'il y avait vraiment une colère là, dans les étudiants, ça c'est clair. Il y avait une énergie puissante et spontanée. La classe, elle a servi un peu comme de cylindre à piston pour canaliser l'énergie combative des étudiants.
C'est quoi la vraie cause de 2012? C'est Jean Charest. C'est Jean Charest qui a créé 2012. Il s'est directement attaqué à la jeunesse avec une contre-réforme rétrograde et stupide. C'est quasiment si Jean Charest nous suppliait de créer un mouvement de masse pour riposter contre lui. Là. Il se magasinait une révolution, Jean Charest. Fait qu'on on avait le combustible. Hein, ça, c'était la colère des étudiants contre l'austérité. On a eu l'étincelle. Ça a été Jean Charest comme représentant d'un capitalisme en crise. Et on a eu le piston pour canaliser toute cette vapeur-là. C'était la classe, l'organisation et le leadership. Il n'y a pas de réelle opposition entre la spontanéité et l'organisation. Ça va ensemble, en fait. Et justement, un bon leadership va créer les conditions pour que les masses étudiantes s'approprient la grève dans leurs mains. Quand la GGI elle a commencé, en tout cas, on était pas mal à se dire que ça va être court, que le gouvernement va mettre de l'eau dans son vin, qu'on va régler ça vite. On pensait que l'État et les médias allaient être neutres. T'sais. On pensait que les professeurs ils allaient vouloir aussi défendre le système d'éducation accessible. On se fourrait complètement. Au début, le gouvernement il voulait nous ignorer. Il faisait comme si on n'existait pas. Il ne voulait même pas rencontrer les leaders étudiants, il ne voulait pas négocier. Puis, au fil des semaines, la grève, elle tient bon. Ce qu'on fait, c'est que quand une institution scolaire est en grève complètement, on bloque toutes les portes, puis on empêche le monde de rentrer dans l'école. S'il y a juste quelques assos dans une école qui sont en grève, on a des équipes volantes de gens qui vont aller lever les cours. Fait que là, il y a un cours qui se passe ici, mettons, il y a du monde qui rentre dans la salle, qui font du bruit, qui crient, qui font des discours, on sort le monde, puis après, on bloque les portes. C'est comme ça qu'on réussissait à appliquer de manière démocratique les décisions qu'on avait prises ensemble démocratiquement dans nos assemblées. Et ça, c'est vraiment un des éléments majeurs à retenir de 2012, c'est la démocratie directe étudiante. C'était pas vrai de toutes les associations, hein, comme je le disais, la FERC, la FEC, c'était plus ou moins démocratique. Mais dans la classe, on pouvait vraiment se vanter d'avoir une vraie démocratie directe. Dans les assemblées générales avaient lieu à chaque semaine. Bon, ça peut sembler beaucoup, mais on avait juste ça à faire aussi. Puis à chaque semaine, on débattait. Est-ce qu'on reconduit la grève? En chaque semaine, on pouvait l'arrêter, la grève, si on voulait. On discutait de plein d'enjeux liés à la grève actuelle. On élisait des comités, on mettait des mandats, on prenait des positions politiques. Puis chaque étudiant avait un vote. C'est ça, une vraie démocratie directe. Hein? Et on avait aussi les délégués qu'on envoyait au congrès de la classe hein, pour coordonner la grève à l'échelle nationale. Puis nos délégués, ils étaient élus et révocables en tout moment. Ils étaient redevables devant les membres. Des fois, les AG étaient longues. C'est 6 heures, 8 heures. C'est fatigant, mais c'est aussi ça la force du mouvement, en fait. C'est que cette démocratie-là a permis aux étudiants de s'approprier vraiment la grève. Ça leur a permis de mobiliser et de libérer la créativité des étudiants. Là, à un moment donné, le gouvernement, il savait qu'il ne pouvait plus nous ignorer. Là. Après quoi, un mois de grève, là, t'es comme, ouais, il faut que je fasse de quoi? Fait qu'il va recourir à la violence policière. Classique Charest. Fait qu'en fait, il nous a tout simplement déclaré la guerre. Fait que quand on commence une manif, il y a le gros camion de la police, ou plusieurs, avec les porte-voix. Cette manif est déclarée illégale. On n'avait même pas commencé à marcher. OK? Fait que là, dès le début, tu le sais que tu peux te faire mettre en état d'arrestation. Puis là, la police va te le rappeler à coup de matraque. Puis après ça, il va y avoir les bombes fumigènes. Il va y avoir le poivre. Tout. On a goûté à tout ça. Toutes sortes d'épices. Toutes sortes d'épices. Puis il y avait des scènes quand même assez dégueulasses. Là. Je me rappelle, à un moment donné, un de mes camarades, il a essayé de bloquer avec ses bras des matraques de police parce qu'il y avait 2 jeunes étudiantes qui allaient se faire défoncer le crâne par des matraques. Fait que là, il les a bloqués. Puis là, les policiers, évidemment, ils n'ont pas aimé ça, là, de leur empêcher obstruction à la force de l'ordre, machin. Fait qu'ils l'ont crissé à terre, puis ils l'ont roué de coups avec leur matraque. Puis à un moment donné, ben, les policiers se sont comme tannés. Tu sais, ça allait pas assez vite. Fait qu'ils ont sorti les fusils avec des balles de caoutchouc, puis les grenades assourdissantes. Puis ça a été bien dangereux. On a un de nos camarades, Francis Grenier, qui lui a perdu son œil à cause d'une grenade au visage.
En fait, pendant 8 mois, là, la police s'est vraiment défoulée sur les étudiants complètement. C'était une orgie de brutalité policière et d'arrestation. Il y avait les cours de justice qui émettaient des injonctions. Ça, en gros, c'est que l'État nous interdisait de faire du piquetage devant les écoles. En gros, on n'avait pas vraiment le droit de faire la grève. C'est ça que l'État nous disait, tu sais. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, qui était porte-parole de la classe, il s'est fait accuser, déclaré coupable d'outrage au tribunal, hein, parce que il nous appelait à désobéir aux injonctions qui nous empêchaient de bloquer les écoles. Pendant l'été, la police s'est mise à arrêter n'importe qui avait des carrés rouges dans la rue, les carrés rouges qui étaient le symbole du mouvement étudiant. Et les arrestations sont devenues très, très, très systématiques, des arrestations par dizaines, par centaines de personnes. Et ils ont développé un petit jeu, vraiment, vraiment le fun. Ça s'appelle la souricière. Je sais pas, en levant la main, qui c'est qui s'est fait pogner dans une souricière? Une chance, vous n'êtes pas beaucoup. C'est quand même pas le fun. Fait qu'en gros, là, la police, elle va louer des autobus, des dizaines d'autobus remplis de brutes anti-émeutes. Là, les polices se cachent dans un petit coin de rue, dans une ruelle. Tu sais pas trop où c'est qu'ils arrivent. Puis là, quand ils se tannent, ils foncent vers le monde. Ils ont des boucliers, ils ont des matraques, les cognent sur les boucliers, puis ils courent vers les manifestants. Le but, en fait, c'est de casser les cordons de manifestation, puis d'encercler des étudiants par dizaines. Puis là, ils les assoient en rond, ils les menottent tous, puis s'il n'y a plus de menottes, il n'y a jamais de menottes, ils mettaient juste des fucking tie wraps sur nos poignets. Puis après ça, ils nous embarquent dans les autobus. Fait que les autobus, ils arrivaient remplis de brutes, puis ils repartaient remplis d'étudiants. Il y a des milliers d'amendes qui ont été distribuées pendant la grève. 3500 personnes ont été arrêtées. 3500 personnes. Les ambulanciers ont intervenu 174 fois. 2012, c'est le conflit qui a eu le plus d'arrestations dans toute l'histoire du Canada. Tout ça parce qu'on voulait que le système d'éducation soit accessible aux plus pauvres. C'est fou pareil, hein? On réalisait en fait qu'on vivait dans un système complètement pourri. Et c'est ça, en fait, ça c'est une leçon importante, c'est qu'on était de plus en plus d'étudiants réalisaient c'était quoi le rôle de l'État, la nature de l'État. Alors, depuis qu'on est tout petit, on nous bourre le crâne, on nous fait croire que l'État il est neutre, qu'il est au service de la population, au service de la démocratie. Toutes ces illusions-là, ils ont été cassées à coups de matraque dans notre face. On réalisait que l'État n'était pas neutre, puis qu'il était au service des riches et des puissants. Parce que les étudiants en 2012, là, ils mettaient en danger la survie même du système capitaliste. Si le gouvernement reculait, il allait envoyer le message aux autres travailleurs qu'on peut résister à l'austérité. Et c'est pour ça que le gouvernement, il fallait qu'il nous écrase à tout prix. Mais on ne s'est pas laissé écraser par la violence de l'État et de la matraque. En fait, ça nous donnait juste plus envie de combattre. Parce qu'on prenait conscience de notre force collective. Et puis là, ben, c'était très créatif la grève, surtout parce que pendant 8 mois, tu as le temps de penser à comment faire ça créativement. Il y a eu des scènes incroyables. Les manifs tout nus, ça c'était drôle. On arrivait quasiment à poil ou en petite culotte, puis on se peinturait des carrés rouges sur le corps. Grosse manif, ça c'était hot. On faisait des barricades improvisées. Fait, tu prends des bouts d'asphalte, des trucs de construction, tu crées des barricades pour bloquer les policiers, ou on les mettait en feu. Ça aussi, c'était bien cool. Au cégep du Vieux, ça c'était assez chaud ce qu'ils ont fait. Fait qu'ils se sont barricadés dans le cégep du Vieux-Montréal. Fait que les cops, ils pouvaient plus rentrer par les portes. Fait que les cops ont essayé de creuser un trou dans le mur. Je sais pas comment ils ont fait ça exactement. Puis là, j'avais encore des textos de mes amis qui étaient dans le cégep du Vieux jusqu'à, comme, je pense, 3 heures du matin, genre. Belle aventure. Il y a l'UQAM aussi qui a été occupé par une assemblée générale de masse. Ça, c'était vraiment hot aussi. Moi, j'étais à l'UDM. J'ai pu assister à des scènes incroyables. Une manif à l'intérieur. OK, ça, c'est fou. Parce que à l'UDM, c'est un labyrinthe. Hein? Il y a les corridors qui mènent, hein, ici, là, jusqu'à Roger-Gaudry. Il y a des corridors partout. C'est un labyrinthe souterrain. Imaginez une manif qui fait tous les pavillons, mais juste à l'intérieur. On se promène dans les corridors. Ça, c'était hot. Puis là, ça finit, je pense bien que c'était celle-là, ça finit devant Roger-Gaudry. Vous savez, Roger-Gaudry, c'est le pavillon central avec le gros phallus. C'est comme ça qu'on l'appelait. Puis au top, il y a le recteur.
pas du tout symbolique, ça. Non, non, non. Là, le recteur il commençait à avoir la chienne, parce que là, on était des centaines devant la place, devant Roger Gaudry. Puis là, on se disait, on veut rentrer. On veut rentrer, on va aller parler au recteur. Mais là, la porte est barrée, il y a des gardes de sécurité. Fait qu'on va créer un bélier. Vous savez, c'est quoi un bélier, là, comme dans Le Seigneur des Anneaux, là, pour défoncer les portes? Un bélier improvisé. Je ne sais pas si c'était en bois ou quelque chose. On a pris ce qu'on avait, puis on a défoncé les portes avec un bélier improvisé. On est rentré dans Roger Gaudry. Bon, l'ascenseur était bloqué, évidemment, ils sont pas cons, là. Fait qu'on avait des pots de peinture rose, puis on les a vidés sur les bancs des classes. Ça, c'était beau. Fait que ça, c'est le genre d'affaires qu'on faisait en 2012. Là, le mouvement va atteindre un nouveau stade avec le Salon du Plan Nord. Fait que là, le Jean Charest, tu sais, il s'en fout un peu de la grève rendue là. Lui, ce qu'il veut faire, c'est de la business. Fait qu'il va caler 1200 hommes d'affaires au Palais des Congrès, ce qui s'appelle le Salon du Plan Nord. Puis le but, c'est de vendre à rabais nos ressources naturelles dans le Nord aux entreprises qui veulent faire la pièce. Évidemment, on était là. Des milliers d'étudiants devant le Palais des Congrès. Puis là, le SPVM il était débordé. Ils ont appelé la SQ, la Sécurité du Québec, c'est la police provinciale. Puis nous, on gueulait dans la rue, non à la gratuité minière, oui à la gratuité scolaire. Puis là, la police avait vraiment de la misère à contenir les manifestants. Puis là, on a fait un truc assez fou. Il y a des manifestants qui étaient déguisés en bourgeois, veston-cravate, qui ont réussi à rentrer subtilement dans le Palais des Congrès, ouvert les portes. Puis là, les étudiants sont rentrés dans le Palais des Congrès. Là, la police avait la chienne. La police a dû monter les escaliers roulants puis organiser sa ligne de défense au 2e étage. Nous, on rentrait dans le Palais des Congrès. Et puis là, Jean Charest, devant son audience, les 1200 hommes d'affaires, Jean Charest, c'est un petit drôle. Regardez ce qu'il nous dit. Le Salon Plan Nord que nous allons ouvrir aujourd'hui est très populaire. Les gens courent de partout pour rentrer. À ceux qui frappent à notre porte, ce matin, on pourrait leur offrir un emploi dans le Nord, si possible. Ça, là, c'est à partir de là qu'on a créé, je pense, le meilleur slogan de 2012. « Charest dehors, on va te trouver une job dans le Nord. » Fait que là, pendant que nos ennemis de classe, ils riaient de nous autres, ben, la police s'est déchaînée contre nous. Il y a eu plusieurs blessés, dont 10 policiers. Oups. Il y avait on lançait des pierres, des vitrines de cassées. Et ben, en fait, on comprenait vraiment la force qu'on avait à ce moment-là. Dans les manifs qui vont suivre, souvent, on va faire repousser la police. Il y a une image célèbre, c'est des cops qui courent terrifiés puis s'enfuient d'une foule de manifestants. Et là, les médias puis les politiciens de la classe dirigeante, là, ils vont tous utiliser ça contre nous. Ils nous accusent de toute la violence du monde, alors que la violence des manifestations, pour vrai, c'était rien comparativement à la violence policière. Tu sais. C'est comme un bully qui te demande de t'excuser parce que tu ne veux pas te laisser battre, te faire battre. Comment? En fait, c'est que l'État ne pouvait pas accepter qu'on conteste son autorité, tout simplement. Puis là, les dirigeants de la FERC et de la FEC, qui aiment beaucoup plaire à l'establishment, ils vont dénoncer la violence des manifestations, condamner la violence. Ils ont joué le jeu de Jean Charest, en fait, tu sais, de lui donner raison, en quelque sorte, qu'il y avait de la violence dans les manifestations. Mais les dirigeants de la classe, les membres de la classe, on ne va pas tomber dans le panneau, on ne va jamais dénoncer la violence des manifestations. Il faut comprendre que cette grève-là, ce n'était pas juste à Montréal. Ça s'est étendu partout au Québec. Il y avait des grèves à Québec, Gaspé, Rimouski, Matane, les Îles-de-la-Madeleine. À Gatineau, les étudiants se sont barricadés dans l'Université du Québec en Outaouais pendant 3 jours. Ils se sont battus avec la police pendant 3 jours. Mais l'affrontement le plus violent du printemps érable, c'était pas à Montréal, c'était à Victoriaville. Parce que le Parti libéral, il a organisé son congrès de parti, le 4, 5, 6 mai à Victo. Fait que là, il y avait 3000 personnes devant le congrès. Ça virait en émeute. C'est vraiment un champ de bataille, là.
La SQ a tiré des dizaines de balles de caoutchouc dans la foule. Il y a eu 3 blessés graves. Il y a un autre camarade qui a perdu un œil. Il y en a une qui a perdu 6 dents. Puis il y en a un autre qui a perdu l'ouïe d'une oreille. Champ de bataille. Là, à un moment donné, le gouvernement il commence à être écœuré. Il faut bien qu'il fasse de quoi. Fait que là, il va déclarer devant l'Assemblée nationale le projet de loi 78. Ça arrive le 18 mai. La loi 78, c'était vraiment une loi antidémocratique. Ça restreignait le droit de manifester. Ça interdit les grèves étudiantes. Ça prévoit des amendes très salées, là, je pense 5 000 ou 10 000 $ pour les syndicats et les individus qui vont bloquer des cours. Ça va demander que toutes les manifs, on donne l'itinéraire à la police. Comme ça, ils peuvent nous pogner en souricière à l'avance. On sauve de l'argent pour les contribuables, vous comprenez? T'sais. Ils vont même obliger les profs à donner leurs cours. Même si les profs ils étaient pour la grève, ils vont être obligés de donner les cours, sinon ils se tapent des amendes. Puis, même journée, le maire de Montréal, Gérald Tremblay, va mettre en place le règlement P6, qui demande aussi de remettre l'itinéraire à la police et interdit aux manifestants de porter un masque. N'importe quoi. Il y a eu 2000 personnes qui ont eu des contraventions à cause du règlement P6. Puis, comme vous vous en doutez, le règlement P6 a plus tard été déclaré illégal par la Cour supérieure. On le savait que tout ça, c'était antidémocratique, anticonstitutionnel. Puis, les dirigeants de la classe ont fait vraiment un bon move. Ils ont appelé à défier la loi spéciale. Ça, c'était hot. Et la population s'est mise à se mobiliser. Il y a 400 000 personnes qui ont manifesté le 22 mai. C'était le plus grand acte de désobéissance civile de l'histoire de la province, voire du pays. Et là, la police était vraiment paralysée devant le pouvoir des masses. Et ça devenait maintenant clair pour toute une autre partie de la population que Jean Charest, il s'attaquait maintenant aux droits démocratiques de base. Là, la lutte a commencé à s'étendre au-delà de seulement les étudiants. Le 24 mai, va commencer le mouvement des casseroles. En levant la main, qui sait c'est quoi le mouvement des casseroles? Pas mal tout le monde, ça, hein? Là, on parle de toutes sortes de gens, des jeunes, des vieux, des étudiants, des travailleurs, des personnes, des aînés. Le monde sort sur les balcons, sur les trottoirs, avec des cuillères en bois, des casseroles, des poêles, pour faire du bruit. Puis là, les voisins se reconnaissent. « Hey, salut! » On va dans la rue, on va sur les coins de rue, parce que là, on n'a pas le droit de manifester, hein? Fait que là, on va juste autour des coins de rue. Puis là, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Puis là, t'as des manifs spontanés à tous les jours, dans tous les quartiers, un peu partout au Québec. Ça, c'est la population qui commençait à dire « Non, la loi 78, on la respecte pas. On désobéit à la loi spéciale. » Puis il y avait un super beau slogan qui était entendu dans les rues, dans les rues un peu partout. « La loi spéciale, on s'en calisse. » Ça résume bien l'esprit, je pense. C'est une demande claire, tu sais. Fait que là, ça faisait 4 mois de grève, manif, blocage, un peu toujours la même chose, tu sais. Puis le gouvernement, il bougeait pas. Il bougeait pas, il voulait pas geler les frais de scolarité. C'est à ce moment-là là, qu'il fallait réaliser que la seule manière de gagner, c'était d'étendre la lutte aux travailleurs. Puis pas seulement juste comme les travailleurs qui viennent de manière individuelle, cogner sur des poils. Il fallait que ça rejoigne le mouvement ouvrier organisé, le mouvement syndical, que ça devienne une grève générale des travailleurs. Puis le ministre de la Sécurité publique, Robert Duthil, il a bien résumé la situation. En Assemblée nationale, il dit « Est-ce que c'est la loi de la rue qui doit dominer ou le Parlement? » Bonne question. Bonne question, parce que la grève a soulevé l'enjeu du pouvoir. Quelle classe doit diriger la société? Et les étudiants, ils commençaient vraiment à remettre en question le pouvoir de la classe dirigeante et de l'État. Mais il faut comprendre que les étudiants, par eux-mêmes, n'ont pas beaucoup de pouvoir. C'est pour ça que la grève a duré pendant 8 mois. Une grève des travailleurs de cette ampleur-là n'aurait pas duré 8 mois. Là. Parce que oui, une grève étudiante, ça met de la pression sur le gouvernement, ça coûte de l'argent, mais c'est rien comparativement au pouvoir que possèdent les travailleurs. Parce que quand les travailleurs arrêtent de travailler, font la grève, ça attaque directement le profit des capitalistes. Les travailleurs, s'ils organisent une grève générale, ils peuvent tout bloquer la société.
bloqué toute la production, les communications, les transports. Hein, il n'y a pas eu une roue qui tourne, pas une ampoule qui brille sans la permission de la classe ouvrière. Les étudiants, le rôle des étudiants, le rôle d'une grève étudiante, c'est d'être l'étincelle. Hein, parce que les étudiants, ils ont l'énergie, la soif de combattre, ils ont le nombre. Il faut que ça devienne l'étincelle pour aller chercher le mouvement ouvrier plus large. Les étudiants, on ne pouvait pas faire face seuls à la totalité de l'appareil étatique. On n'était pas assez fort, tu sais. Mais il fallait faire un peu comme en mai 68 en France. Les étudiants ont été l'étincelle qui a emmené un mouvement de grève générale des travailleurs. Sauf que ça s'est pas réalisé, ça. Mais on en parlait, hein? On en parlait dans les assos, on parlait de la grève sociale. Il fallait organiser une grève sociale, plus qu'une grève étudiante. Mais ça ne s'est pas vraiment concrétisé, en fait. Puis il y avait eu des tentatives d'aller voir les dirigeants syndicaux, genre secrètement. Les dirigeants syndicaux, ils ne voulaient pas vraiment embarquer là-dedans. Mais ce qu'il fallait faire, en fait, c'était d'aller voir directement les travailleurs de la base. Nous, à l'époque, la Riposte socialiste, on n'était pas beaucoup, mais on est allé dans nos assemblées, dans nos assos, c'est ça qu'on mettait de l'avant. L'idée de créer des comités de solidarité étudiants-travailleurs. Comité de solidarité étudiants-travailleurs. Ça, en gros, tu envoies une équipe d'étudiants pour aller dans différents milieux de travail, parler directement aux travailleurs de la base, leur expliquer pourquoi on fait la grève, pourquoi ils devraient se joindre à nous, puis pourquoi le mouvement, c'est pas juste pour les étudiants, c'est un mouvement de lutte générale contre l'austérité capitaliste. Il fallait qu'on puisse connecter les revendications de la grève avec ce que les travailleurs, ben ça pourquoi ils luttaient eux, pour leurs propres revendications. C'est ça qu'il fallait mettre en place, créer ces ponts entre les étudiants et les travailleurs. Malheureusement, ça ne s'est pas vraiment fait. Il y a eu des comités de solidarité comme ça qui ont été créés dans quelques assos, mais ça a un peu tombé dans l'oubli, en fait. La classe, elle a organisé des perturbations économiques. Genre, on bloque des milieux de travail, on bloque des ponts. À un moment donné, il y a eu des bombes fumigènes dans le métro. Sauf que ça, c'est pas vraiment à les connecter avec les travailleurs. C'est comme les faire chier plus que d'autres choses. T'sais, si tu bloques leur milieu de travail et ils sont pas au courant, ils vont pas être sympathiques avec cette action-là. Ils vont être hostiles, en fait. Fait qu'il y a des erreurs qui ont été commises, des erreurs importantes. Puis c'est peut-être ça, une des leçons les plus importantes de 2012, hein, c'est qu'on n'a pas été capable de construire un mouvement qui puisse aller mobiliser les couches plus larges de la classe ouvrière. Donc ça, c'est quelque chose à retenir pour les prochains mouvements, pour le mouvement aujourd'hui. Fait que là, le mouvement, il commence à s'essouffler. Il y a comme une impasse. Il y a une impasse du côté de la police, de l'État, parce que là, ils n'arrêtent pas de nous matraquer, mais ça fait rien, on continue. Mais il y a une impasse du côté étudiant, parce que manif, blocage, à un moment donné, ça débouche pas. Fait que Jean Charest, il va se tanner et il va déclencher des élections. Ouh! Carte secrète, boum! Les élections, le 1er août. Et sa campagne, en fait, c'était un peu le choix entre la loi et l'ordre ou le règne de la rue. C'est comme ça qu'il le présentait, tu sais. L'ordre ou le chaos, tu sais. Puis en fait, on comprenait tous que cette élection-là, c'était un référendum sur la hausse des frais de scolarité, en fait, tu sais. Et là, la classe va adopter une position terrible. Boycotter les élections. Je vais expliquer. Le slogan, c'était « Les élections ne sont pas une solution ». L'idée était de juste faire des grèves, juste sur le plan de la grève. Il faut maintenir la grève pendant les élections. Ça, c'est important. Il faut maintenir la pression, la mobilisation, les manifs, la grève. Mais il faut aussi réaliser que Jean Charest, il a fait un move, puis il a déplacé la lutte sur le terrain électoral. On ne peut pas juste ignorer ce move-là. Là, les assos, ben, une à une, ils font une trêve. Ils se démobilisent. Ils arrêtent la grève pendant les élections. Ça, c'est une erreur. Il faut comprendre que les élections sous le capitalisme, ça ne va jamais changer fondamentalement la nature du régime capitaliste. Hein? Les élections, ça sert à élire les représentants de la bourgeoisie au Parlement. Puis le Parlement, c'est un comité pour défendre les intérêts de la bourgeoisie. OK, mais on n'est pas tous des marxistes, là. On n'a pas tous réalisé ça. La majorité des étudiants, puis encore plus la majorité des travailleurs, n'ont pas réalisé ça, que les élections ne vont pas changer la nature du système. Hein? Fait qu'il fallait être capable de prendre en compte où les gens y étaient rendus dans leur prise de conscience.
ça aurait pu peut-être être possible, dans un autre contexte, d'organiser un vrai boycott électoral, très organisé, mais pour ça, il faut une organisation super influente pour organiser les masses dans un boycott. Puis il faut aussi un autre canal vers lequel exprimer les décisions démocratiques du peuple. Sauf que la classe n'était pas capable de mobiliser un mouvement de boycott de masse comme ça. Puis, si en boycottant les élections, on s'est fait un peu boycotter, en quelque sorte, par le restant de la société, tu sais. Et qui va bénéficier de ce boycott? Le PQ. Oui, parce que le PQ, il se présentait de manière super opportuniste et hypocrite comme le parti des carrés rouges. Pauline Marois se promenait dans les manifs avec son petit carré rouge. Ouais! Bullshit! Bullshit! Le PQ, c'était pas un parti anti-austérité, là. On avait Lucien Bouchard des années 90, c'est lui qui a mis en place l'idée du déficit zéro. Hein? C'était des coupures d'austérité profondes dans le système de santé. Puis, en ce moment, pourquoi la pandémie elle dure aussi longtemps? C'est en grande partie parce que notre système de santé a été détruit par le PQ, tu sais. Et les dirigeants de la classe ne voulaient pas faire alliance avec Québec solidaire. Ça aussi, c'est une grave erreur. Ça découlait un peu de l'esprit anarcho-syndicaliste de beaucoup de dirigeants de l'AC, qui voulaient à tout prix garder leur indépendance politique face à n'importe quel parti. La politique a continué à se faire indépendamment de la classe. C'est ça qui est arrivé. Puis les leaders de Québec solidaire ont aussi leur part de responsabilité. QS s'est pas vraiment présenté comme le parti de la gratuité scolaire, comme le parti des carrés rouges. QS n'a pas appelé à défier la loi 78. Puis QS, pendant les élections, a organisé un rassemblement pour l'indépendance. Guys, comme il y avait un mouvement de masse pour la gratuité scolaire, comme si tu veux peut-être te faire élire et connecter avec ça, peut-être choisir un autre concept pour ton rassemblement. Fait que ça a été vraiment un échec, tu sais. Fait qu'il y avait ce divorce entre QS puis la classe. Mais les leaders de la FERC puis de la FEC, hein, des bons bureaucrates, eux, ils ont jumpé dans la campagne électorale. Techniquement, ils disaient « Ah non, on supporte personne, mais aucun parti, mais on est contre les libéraux, on est contre la CAQ. » Puis QS, à l'époque, c'était comme rien, en fait. Fait que de facto, c'était un appui au Parti québécois. C'est devenu très clair quand le chef de la FEC, Léo Bureau-Blouin, s'est présenté comme candidat pour le PQ. Puis 2 ans plus tard, en 2014, Martine Desjardins, qui était comme la chef de la FERC au niveau universitaire, s'est aussi présenté pour le PQ. On n'est pas con, là, à un moment donné. Là. 4 septembre, les élections, Jean Charest est défait. Les libéraux ont perdu. Jean Charest est même défait dans sa propre circonscription. Délicieux. Mais c'est le PQ de Pauline Marois qui est élu comme gouvernement minoritaire. Au début, on est comme « OK, cool, Marois, elle enlève la loi 78. Marois, elle enlève la hausse des frais de scolarité de Charest. » Donc là, c'est une victoire importante après 8 mois de bataille. Mais on va découvrir qu'on s'est fait avoir. Parce que là, la hausse est remplacée par une indexation des frais de scolarité en fonction du niveau de vie, du revenu des ménages. Donc, une augmentation de 3 %. Et les 3 % là, vous le goûtez probablement en ce moment, ceux qui êtes aux études. Je checkais un article tantôt avant de venir, un petit calcul qui a été fait. Si on compare en ce moment, par rapport à 2012, les frais de scolarité ont augmenté de 1 000 et 20 $. Payer 1 000 $ de plus qu'on payait. 3 %, on le sent, hein? Puis, vu que c'est indexé au niveau de vie, bien, il y a comme des calculs qui sont faits, puis j'ai une petite mauvaise nouvelle pour vous autres, qui êtes étudiants ici. 2022-2023, vous allez payer 223 $ de plus. C'est ça le PQ. C'est ça que le PQ nous a donné. En fait, Marois, elle a réussi ce que Jean Charest n'a pas été capable de faire, de dégeler les frais de scolarité. Puis la hausse de Charest, c'était juste sur 5 ans. La hausse de Marois, là, c'est pour l'éternité, là, jusqu'à la Révolution. Puis le gouvernement Marois, ben, il va continuer à imposer l'austérité pendant son mandat. Le mouvement étudiant va essayer de se relever.
mais ça va pas vraiment marcher. T'sais, 8 mois de grève, c'est épuisant, on est démoralisé, tout ça, fait que on va pas être capable de contre-attaquer contre Marois. Finalement, c'est les libéraux qui reviennent au pouvoir 2 ans plus tard, puis les libéraux continuent leur saccage des services publics. Après 2012, le mouvement étudiant il s'est relevé à 2 reprises. Il y a eu le printemps 2015 et il y a eu la grève des stages en 2018. Mais les leçons de 2012 n'ont pas été tirées. Et ces 2 grèves-là ont été un échec. Les leaders étudiants ils étaient devenus impatients. C'est comme si on voulait forcer la grève, tu sais. Il n'y avait pas eu de préparation comme on avait fait en 2012. Il n'y avait pas vraiment eu d'éducation des étudiants sur les raisons de la grève. La mobilisation, il n'y en avait pas beaucoup. Puis, surtout, aucune de ces grèves-là a essayé de connecter avec le mouvement des travailleurs. Une des leçons principales qu'il aurait fallu tirer de 2012. Puis on le voit clairement, c'était quoi 2015? À la fin de la grève, le slogan, c'était « Fuck tout ». C'était complètement nihiliste, là. C'était déconnecté de la réalité. C'était juste une aventure, là. C'est grève générale jusqu'à la mort, mais comme les étudiants, ils n'ont pas embarqué, puis les travailleurs encore moins, tu sais. Et là, tristement, en 2019, le congrès de l'AC a voté pour dissoudre l'AC. On venait de perdre cette formidable machine de combat qu'on avait construit pendant des années. L'AC était détruite. 2012, ça a vraiment marqué l'esprit de toute une génération. Puis je suis bien content de savoir qu'il y a une nouvelle génération qui reprend le flambeau de la lutte. Il ne manque pas de raison de faire la grève, hein? Il y a une crise économique, l'inflation, crise sanitaire, crise environnementale, les Autochtones qui se font attaquer par l'État, la hausse des frais de scolarité, vous payez 1000 $ de plus, puis il y a un 223 $ qui vous attend dans votre bill l'année prochaine. Les raisons ne manquent pas pour faire la grève. Et il faut faire revivre ces traditions révolutionnaires de 2012. L'anticapitalisme, le syndicalisme de combat, la démocratie directe étudiante. La tâche actuelle du mouvement de grève, là, de la grève en ce moment, c'est d'étendre la grève à tous les programmes, toutes les assos, toutes les écoles, toutes les régions. C'est ça la tâche immédiate. Et à partir de là, on va pouvoir reconstruire un syndicat national étudiant, un syndicat combatif et révolutionnaire, comme l'était l'AC. Il faut prendre le temps de préparer la grève, puis d'éduquer les étudiants dans les bonnes méthodes de lutte, puis dans la nécessité que la grève étudiante connecte avec le mouvement ouvrier plus large. Ça veut dire de tisser des liens de solidarité avec les travailleurs, de rejoindre leur lutte, de défendre leurs intérêts, bref, de défendre un programme socialiste. Et comme ça, on va pouvoir faire de la grève étudiante actuelle l'étincelle d'un mouvement plus large qui va pouvoir s'attaquer au système capitaliste tout entier. Merci.